en tous les cas, moi, dans ma famille, j'en ai deux ou trois qui, comme ça, du jour au lendemain, ont abandonné des postes très importants dans des multinationales, dans des banques, etc., en se disant, ben, je vis pas ma vie, vraiment, je suis dans un mal-être énorme, et donc, par conséquent, moi, je ne veux pas rester dans ça. J'ai même une nièce qui a pu vraiment instaurer une consultation en bonne et due forme de bien-être, mais à travers toutes les données, parce qu'à chaque fois que je faisais une conférence, elle venait prendre voilà, et puis elle suit maintenant des gens qui étaient sous antidépresseurs qui ne le sont plus, qui avaient des problèmes de douleurs rhumatismales qui sont bien maintenant, etc. Et si vous voulez, quelque part, on va revenir là-dessus et je vais vous expliquer à l'âge. Parce que les données et les avancées qu'on a, surtout en physique quantique, en biologie cellulaire, telle qu'elle a été actuellement démontrée, découverte, etc., en épigénétique, en neurosciences. Alors, ce sont des éléments qui nous ont permis, à l'humanité, au fait, à l'humanité de faire une avancée incroyable. Le problème, c'est que les médecins ne s'y impliquent pas, s'impliquent très peu, s'impliquent vraiment très très peu. Alors ça se comprend un petit peu parce que, au fait, lors de nos études médicales qui étaient conventionnelles, شنو علمونا ها les organes, ها le squelette, ها les muscles, ها هادي ها هادي ها هادي. Donc exactement tout ce qui était physique et palpable, c'est tout. Pour eux, il n'y avait pas quelque chose d'autre qui était réellement de l'ordre du spirituel, ni de l'ordre de... Absolument pas, c'était tout ce qui était palpable. Et ça, c'était fait dans un sens, mais vraiment clair et net, c'était réellement pour développer toute la molécule chimique pharmaceutique, pour la développer et pour dire, au fait, euh, on ne peut travailler que de cause à effet. Tu as mal ici, il faut tel traitement. Tu as mal là, il faut faire ceci. Tu as là, il faut faire cela. Et on a développé comme ça toutes les firmes pharmaceutiques de telle sorte à ce que, effectivement, on n'a pas pu aller plus que dans ce qui était physique et palpable. C'est juste une petite introduction, je n'ai pas encore commencé. Allez-y. Allez-y. Alors, on fait un cercle, on peut agrandir le cercle au fur et à mesure. Le cercle s'agrandit. Vous pouvez agrandir le cercle au fur et à mesure. Marhaba. Alors, donc, la médecine conventionnelle, elle s'est vraiment figée sur uniquement ce qui était physique et essentiellement ce qui était physique. Comme je vous ai dit, c'était vraiment des choses de cause à effet. Et c'était pour développer les médicaments et pour développer les firmes pharmaceutiques. Alors, c'est essentiellement commercial. Essentiellement commercial. Essentiellement commercial. Alors, durant nos études, est-ce qu'on nous a jamais expliqué qu'il y avait des corps subtils? Est-ce qu'on nous a jamais expliqué qu'il y avait des corps énergétiques? Est-ce qu'on nous a jamais expliqué que nous étions vibration et que nous étions sensibles à la vibration extérieure et à nos propres vibrations intérieures? Est-ce qu'on nous a jamais expliqué ça? Jamais, jamais, jamais. Mais nous, en tant que, alhamdoulilah, en tant que musulmans déjà, on savait qu'il y a roh, qu'il y a, qu'il y a l'âme, qu'il y a l'esprit, qu'il y a le neuf, etc. En tant que musulmans. Mais est-ce qu'on a voulu associer les deux? Est-ce qu'on a voulu relier les deux? Pas forcément. Parce que dans nos études médicales, qui nous ont pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'années, eh ben, on est resté sur des croyances qui étaient vraiment très fermes. Et par conséquent, pour nous, ce qui était palpable, c'est bon, mais ce qui ne l'était pas, eh ben, c'était voilà, c'était à côté. Alors, même dans l'embryologie, combien d'heures on a passé sur l'embryologie? On nous a expliqué comment d'une cellule, comment elle se multiplie, etc. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, on nous a expliqué pourquoi le cœur qui était au 20e jour, juste un petit tube, il a commencé à battre? Non, pas du tout, absolument pas. La notion tout ce qui était corps subtil énergétique n'existait pas. C'est-à-dire, mais non, en tant que musulmans, alhamdoulilah, on avait donc cette notion, et c'est pour ça que je pense qu'il sera plus facile pour nous de s'adapter à cette médecine quantique que des gens de l'Occident qui, pour eux, ont vécu dans des croyances qui étaient réellement, comme je vous expliquerai, newtoniennes. Alors, même
quand il y avait, par exemple, l'effet placebo. Et l'effet placebo, vous l'avez toujours, vous l'avez, je suppose, tout le temps vécu. En tous les cas, je l'ai vécu longtemps avec mes patients. Et je me disais, et je m'énervais parce que je leur disais, quand ils revenaient me voir en me disant, non, 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 ça va, wallahi, là, ça va beaucoup mieux, etc. Et ouais, ton traitement dit, là, محتاجيتش. Vraiment, je m'énervais. Je me disais, mais avec tout le temps que j'ai passé avec lui, avec tout le temps que, etc. Comment ça? Il me dit, ça fait là, c'est bon, je t'ai vu, je me suis sentie bien, je suis sortie, et du coup, zama. Donc, c'était quelque chose qui m'énervait. Maintenant, je comprends effectivement l'impact que peut avoir juste des paroles, l'impact que peut avoir des pensées comme ça positives, etc., sur le patient. Et l'effet placebo, quand ils nous l'ont présenté, ben, ils nous l'ont présenté à travers des médicaments. Ils n'ont pas présenté à travers autre chose. Donc, exactement. L'effet nocebo, de la même manière, c'est à travers des médicaments. Alors que combien de fois vous voyez un patient qui vient vous voir dans un état mais catastrophique, mais vraiment, et il vous dit, vous savez, je viens de sortir de chez le médecin, il m'a dit que il suspecte, il m'a fait une échographie thyroïdienne, il suspecte un cancer, etc., etc. Et là, tu te dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Tu regardes son bilan, tu l'examines, tu revois encore Hada, tu lui demandes un bilan, tu le rassures. Mais entre-temps, il est à genoux énergétiquement. Vraiment, il est pas bien. Pour le remettre d'aplomb, c'est toute une histoire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de l'effet placebo. Alors, dans ce sens-là, il y a eu un jeune chercheur vers la fin du 19e siècle qui s'appelle William Reich. C'était un des jeunes élèves de Sigmund Freud. Il était médecin, mais il était en même temps psychologue et psychanalyste. Et il s'est rendu compte effectivement que des fois, juste la parole, etc., avait un impact très important. Et il s'est intéressé à ça. Et il s'est dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans l'être humain en dehors de son corps physique palpable, etc. Il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement énormément d'énergie. Des énergies que lui a pu mesurer, qu'il a pu évaluer, etc. Et il a vu que les gens qui étaient vraiment très malades, qui avaient des cancers ou là, qui étaient en dépression, etc., ils étaient vraiment comme imbibés d'énergie négative. Alors, il a réfléchi et il s'est dit, pourquoi ne pas créer un appareil de telle sorte à ce qu'on puisse, ces énergies-là négatives, les éliminer et mettre en place des énergies positives. Alors, il a créé, lui, ce qu'il a appelé une cabine, c'est comme c'est comme une petite cabine qu'il a vraiment concoctée, qu'il a mis et qu'il a appelé Hua, l'accumulateur d'organes. L'accumulateur d'organes, ça vous pouvez chercher sur Internet, c'est une petite cabine où la personne, elle rentre, elle est tout de suite libérée ou ces énergies négatives sont absorbées et on met en place, si vous voulez, une nouvelle énergie positive qui va lui permettre de guérir. Alors, quand les Américains ont entendu ça, au moment où ils étaient en train de lancer leur firme pharmaceutique, ils l'ont invité à venir aux États-Unis. Il s'est installé, il a commencé à faire des travaux, il a commencé à publier, les résultats étaient réellement probants, etc. Et puis du coup, ils se sont dit, attends, mais si celui-là, il part sur les énergies, ça fait ma donc, il a été tout de suite incriminé de fraude, de je ne sais pas, etc. Comme ce qui s'est passé pour Tesla. Ils l'ont mis en prison, ils ont brûlé son laboratoire, ses œuvres, tous ses écrits, etc., etc. À mettre en prison. Donc, tout ça parce que il voulait pas. Oui, il avait compris. Il s'est dit, si la médecine traditionnelle chinoise est restée longtemps sur cette énergie qui est le qi et que les hindous sont restés sur cette énergie qui est le prana, alors cette énergie-là, elle existe. Comment ça se fait qu'on ne nous en parle pas? Comment ça se fait qu'on n'essaie pas de trouver des solutions au corps humain et à ces cellules pour pouvoir avancer? Mais il n'avait absolument aucune donnée. Rien, rien. C'est-à-dire, il n'avait pas de données scientifiques pour appuyer ses études. Il avait que, si vous voulez, ses expériences, ses constatations. Et lui, il faisait à travers ça. Et ce n'est. Alors, les études qu'il y avait, c'était surtout des études chinoises et des études hindoues sur. Bien sûr qu'elles existent toujours. Et d'ailleurs, elle a pris maintenant la médecine traditionnelle chinoise, elle a pris une place. Elle a pris une place. Mais les Occidentaux, pour eux, allège. Qu'est-ce qui c'est allège? Pourquoi? Parce que vers le 18e siècle, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Et cette séparation-là a fait que on est resté que sur ce qui est matériel. Et on a dit tout ce qui est spirituel, etc. Ils ne parlaient pas d'énergie, mais ils disaient tout ce qui est spirituel n'existe pas. L'âme, le hadi, celui qui blâme ou le hadi, on le disait, il est sorcier.
celui qui voulait guérir par autre chose que par des choses matérielles, etc., on disait que c'était un sorcier. Et donc, ils étaient brûlés, ils étaient vraiment persécutés. Et du coup, bien sûr, il n'y a que la médecine conventionnelle, la nôtre, des produits chimiques, etc., qui a pris place et qui a pu vraiment évoluer. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui parallèle, qui venait dire, attends, là, on peut ne pas utiliser, par exemple, ces médicaments, on peut peut-être, etc., tout de suite, la personne, dès qu'elle faisait des études, etc., était bloquée, était arrêtée. Alors, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? C'est un honneur. Alors, qu'est-ce qui va venir? Hein? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir révolutionner tout ça? Il va y avoir des avancées. Une avancée d'abord en physique quantique. La physique quantique, c'est celle qui s'intéresse vraiment aux petites molécules, aux atomes, etc., etc. Et là, ils vont être obligés de dire, au fait, et ben, il n'y a pas que le corps physique, il y a d'autres corps subtils. Il y a l'esprit qui est une structure énergétique. Il y a l'âme qui est une structure énergétique. Il y a la pensée qui est une structure énergétique. Donc, bon, ils sont obligés d'avancer leurs travaux, ils sont obligés de dire ce qu'il en est. Et ça, la physique quantique, elle est venue vraiment révolutionner d'une façon incroyable. Et plus que ça, ils se sont dit, eh ben, écoutez, le corps, finalement, il est fait d'organes, c'est vrai, mais les organes, ils sont faits de molécules, et les molécules, elles sont faites d'atomes. Et donc, au total, eh ben, le corps, il est énergie. Il est énergie. Donc, on va réconcilier, si vous voulez, quelque part, cette structure physique aux structures qu'ils appelaient Huma de l'époque spirituelle, mais qui sont des structures énergétiques. Et puis, après cette avancée de physique quantique, il y a eu une avancée vraiment de biologie cellulaire. Alors là, quand on a étudié la cellule, comme vous d'ailleurs, on vous a expliqué le cycle de Krebs, les ribosomes, les mitochondries, les je ne sais pas quoi, etc., le noyau, l'ADN, le HADI. Bon, tout ça, on est rentré dans ça, que la cellule avait un système respiratoire, un système excrétoire, un système circulatoire, un système... Tout ça, on nous l'a très bien expliqué. Mais ce qu'on ne nous a pas expliqué, et là où l'avancée biologique, je ne sais pas d'ailleurs si maintenant ils le font à la faculté de médecine ou pas, mais où l'avancée biologique actuelle, elle a vraiment fait un saut énorme. Et là, ce sont les travaux de Bruce Lipton que je vous. Franchement, le livre il est téléchargeable. C'est la croyance biologique. Il y a le Bruce Lipton, vous pouvez le télécharger et le lire. Il est très facile à lire et il est absolument formidable. C'est quelqu'un de athée et le jour où il a découvert que la cellule avait une intelligence qui lui était propre, avait une conscience qui lui était propre et qu'elle était capable de réagir selon les stimuli de l'extérieur pour ce qu'il y a de mieux pour elle et pour toutes les cellules qui étaient autour d'elle, le gars, il s'est dit, c'est pas possible. Il y a une puissance suprême qui est derrière tout ça et qui gère tout ça. Donc, de athée, il est devenu uniciste, mais bon, un musulman, je pense pas. Mais en tous les cas, il s'est dit, il y a une intelligence suprême qui gère tout ça et là, c'était formidable parce que l'avancée biologique, elle a également mis à plat la théorie darwinienne qui vient nous dire que l'homme est né par hasard et descendant du singe, etc., etc. Là, maintenant, personne ne peut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que même l'ADN qui était à l'intérieur du noyau, ben, c'était juste une structure ou un organe de reproduction de la cellule. Et que c'est pas lui qui dirigeait ce qui se passait dans la cellule. Ce qui dirigeait ce qui se passait dans la cellule, c'était réellement la membrane cellulaire. L'intelligence se trouvait en elle, la conscience se trouvait en elle. Donc l'ADN finalement, c'était pas voilà, comme Darwin l'avait trouvé à l'époque et il avait dit tout tournait autour de l'ADN, etc., etc. C'est pas vrai du tout. Donc cette cellule-là, elle est en elle-même une véritable structure, en même temps physique et spirituelle, à ce niveau-là. Après, ils se sont rendus compte d'une chose et ils se sont dit, ben, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire parce que toutes ces cellules-là, ben, elles sont pas figées. Notre corps n'est pas figé. Je m'explique. C'est-à-dire, là, je suis aujourd'hui avec vous. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine pour vous faire une autre conférence d'un autre style. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas où c'est que mes recherches m'amèneront. Mais en tous les cas, mon ordinateur est le même. Il ne va pas changer. Mais moi, un coulis de ma tête à mes pieds, de l'intérieur de mes organes jusqu'à mes cellules, je ne serai plus du tout la même.
du tout. Parce que ma peau, elle change toutes les semaines, la muqueuse de mon estomac tous les 4 jours, mes os tous les 3 mois, etc. Et donc, ce corps qui n'est pas figé, qui change et qui est capable de changer, comment est-ce que on peut imaginer ce changement? Comment on peut imaginer l'évolution d'Yellow et vers où il va? Et c'est ça ce qui est important, c'est cette notion de nous ne sommes pas figés. C'est-à-dire, à partir de là, beaucoup de travaux vont être faits et on va aller sur ça aussi. Alors, et ce qu'ils ont découvert par rapport à ça, c'est que l'effet placebo, l'effet nocebo, était en rapport direct avec les vibrations et avec les pensées qui étaient mises en place. C'est-à-dire, quand le médecin dit à son patient, écoutez, ça, c'est bon pour vous, et vous allez voir que vous allez guérir, etc. C'est un effet placebo, et c'est au fait la parole, c'est la pensée, et c'est la conviction du patient qui a fait que ces cellules ont réagi de cette manière. Ce n'est pas ce médicament. Cette pensée va faire des vibrations, il va être réceptionné par le patient, il va être par les cellules, par toutes les cellules du patient. Et comme ça, il interprète. Et exactement. Il est convaincu. Exactement. Et sa conviction à lui, son intention à lui, va faire que telle chose va se représenter exactement comme lui, il en a été convaincu. Je vais vous donner un exemple, bon, je ne vais pas trop en parler, mais une personne proche, elle est actuellement suivie pour 2 cancers. Quand on a découvert 2 cancers en même temps. Alors, un qui est dans la chronicité, mais un deuxième qui est vraiment fatal parce que le poumon, vous le savez, c'est le pronostic, franchement, c'est sur 6 mois, 1 an maximum. Et on a décidé de lui annoncer que ce qu'il avait au niveau du poumon, alors que la NAPAT était là, etc., 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 mais on a annoncé avec conviction que ce qu'il avait au niveau du poumon, c'était qu'une petite métastase de ce qu'il y avait autre chose, et que de toute façon, le traitement qu'il allait prendre, c'était un traitement qui allait tout régler, tout réguler. Alors ça, on l'a annoncé il y a 3 ans, et la personne, elle est encore là, convaincue que, effectivement, convaincue que c'était pas un poumon. Et la personne qui était grande fumeuse savait que le jour où on allait lui déclarer qu'elle avait un cancer du poumon, qu'il n'allait pas faire 6 mois, 1 an. Donc, si vous voulez, cette conviction-là, et je vous parlerai des travaux de Deepak Chopra, c'était la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que le patient a comme conviction, qu'est-ce qu'il a comme intention, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a posé comme pensée, parce que ces pensées-là vont agir, leur vibration, parce qu'une pensée, la quantique l'a démontré, est une structure énergétique qui va agir sur toutes les cellules, qui sont eux-mêmes capables de recevoir cette vibration, de l'interpréter et d'en faire... Exactement, tout à fait, exactement. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les phénomènes extérieurs étaient capables effectivement de provoquer un stress dans l'organisme. Alors, par exemple, tu traverses la route, tu entends un klaxon, tu es là, donc c'est un phénomène extérieur. Mais de la même manière, une pensée, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur, peut provoquer exactement le même processus avec le même enchaînement d'hormones, de neurotransmetteurs, etc. et tout. Alors, un aradigine l'épigénétique, effectivement, un aradigine l'épigénétique parce qu'elle agit effectivement même au niveau de l'ADN. Donc, oui. Alors, dans l'hypnose, l'hypnose, l'avantage d'Yellow, c'est que, on va le voir en neurosciences, c'est qu'on arrive à mettre une personne dans des états alpha, theta, de telle sorte à ce qu'on puisse atteindre leur subconscient. Parce que ce qui bloque au niveau des pensées, et c'est bien de soulever le problème, ce qui bloque au niveau des pensées, ce sont les croyances. Parce qu'une fois que tu as la croyance de quelque chose, pour aller la c'est extrêmement difficile. C'est au niveau du subconscient. Et là, des fois, on est obligé d'utiliser l'hypnose ou là, on est des moyens, d'autres méthodes, de telle sorte à ce que on puisse atteindre le niveau de croyance et qu'on puisse agir sur la pensée. Alors,
Donc, on a dit l'état des énergies des cellules, elle est donc influencée par nos pensées et par nos croyances, par nos pensées et nos croyances. Et que, bien sûr, tout changement de pensée ou tout changement de croyance va bien sûr entraîner un changement d'énergie au niveau des atomes et au niveau de la cellule. Et bien sûr, si ces fréquences-là sont positives, eh ben, tout le corps, tout l'organisme va attirer des choses positives. Et si c'est des choses qui sont négatives, eh ben, le corps, l'organisme va attirer des choses négatives. Et vous voyez qu'il y a des gens qui, il y avait des expressions comme ça, sourire à la vie te sourira. On comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Mais effectivement, quand tu te mets dans un principe de positivité, eh ben, forcément, les choses qui viennent vers toi, elles sont positives parce que c'est ce que tu attires. Et les gens, hein? C'est le subconscient qui doit faire Bien ça. sûr, c'est au niveau des subconscients et ça va Tu très loin. dis entre toi-même, non, je vais penser positivement. Mais l'inconscient, il te bloque. Non, Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a plusieurs processus. Il y a le fait que même toutes tes cellules ont été imprégnées par tellement des idées négatives et pendant très longtemps que même donc les cellules, à un moment donné, ils disent ah là, et parce que chaque idée négative va envoyer, comme on a dit, des hormones, des neurotransmetteurs, etc. Et dès que les cellules qui ont tellement été imprégnées de ça, à la fin, ils disent ah, quand ils voient qu'ils ne reçoivent rien du tout, le cerveau, elle est où notre soupe? Envoie-nous quelque chose. Et le واحد تيقول لك انا j'avais rien. كنت جالسه زعما tout allait bien etc. نزل عليا الهدم parce que j'ai eu des pensées qui c'était هذا علاش parce que les cellules de l'organisme se sont habituées à ça et ils ont fait appel à des pensées comme ça négatives qui sont venues vraiment tout mettre en désordre. Donc si vous voulez, la pensée reste quelque chose de très important et les croyances aussi. Donc l'esprit, pardon. Oui, ça زعما كنشوف القرآن شنو. Alors, quand on nous a expliqué l'équilibre de l'être humain, quand on nous a expliqué l'harmonie du corps physique, etc., on a discuté de quoi dans la médecine conventionnelle? Essentiellement de l'homéostasie. Et on se disait, à partir de là, il y a la circulation sanguine avec les échanges gazeux, il y a le contrôle endocrinien, le contrôle nerveux, etc., qui apporte cet équilibre. Tout ce qui est mécanique, qui apporte cet équilibre. Donc, au corps. Et bien maintenant, avec tout ça, ils ont compris que l'état d'équilibre, au fait, était une définition qui était quantique. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, quantique et holistique, qui reprend la totalité, on ne peut pas parler d'un équilibre s'il n'y a pas un équilibre entre l'esprit, le corps et la spiritualité. Et ça, maintenant, tous ont été obligés de le reconnaître. Même les gens qui, vous savez, dans le coaching qui était très à la mode, la PNL, etc., ils sont passés de génération en génération pour arriver à la 4e et dire, sans la spiritualité, alors c'est impossible de dire qu'on va trouver un équilibre à l'intérieur du corps ou qu'on va trouver un équilibre à l'intérieur de l'esprit, etc. Donc, c'est une vue qui est, comme on dit, holistique. C'est une vue d'ensemble. Et il n'y a pas que le physique. Même si le wahad, il fait ce qu'il veut, s'il n'y a pas cet équilibre entre l'esprit, entre l'âme, entre le corps, forcément, il y a un déséquilibre quelque part et forcément, il y a un problème qui, à un moment ou à un autre, va apparaître. Alors, mais ça, on ne l'a pas dit. Hein. Alors, là, je ne dis pas que Chopra, il a vécu exactement un petit peu la même situation. C'est un médecin qui est hindou. Donc, il a une culture déjà sur l'énergie, etc., et qui s'est installé aux États-Unis. Alors, il est chirurgien roi, et un jour, il voit une patiente arriver vers lui en lui disant, docteur, j'ai très mal, nanana. Il regarde son bilan et tout, et il voit que bon, la dame, elle avait une lithiase. Il s'est dit, bon, je vais quand même l'opérer. Il opère la dame, il enlève les lithiases, et il se rend compte que c'était un cancer à un stade, voilà quoi. Et il se dit, ça sert à rien de lui raconter quoi que ce soit. De toute façon, moi, je vais lui dire que bon, c'est juste des lithiases. Donc, comme à l'accoutumée des pays en voie de développement, il lui met ça dans un petit bocal, il lui montre et lui dit, bon, écoutez, madame, vous avez des petites lithiases, je les ai enlevées. Maintenant, je vous verrai dans 3 semaines, et ainsi de suite. La dame, elle est revenue le voir 3 semaines plus tard, elle allait bien. Ouais, il s'est dit, là, peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Elle est revenue le voir 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, et il s'est rendu compte que, bon, le fait de l'avoir rassurée, le fait qu'elle, parce que hier, ça n'est pas mais vous savez, docteur, moi j'ai vu je sais pas combien de médecins, et tous m'ont dit que peut-être que c'était un cancer et que derrière il pouvait y avoir un cancer et que c'était un état grave et tout. Maintenant, vraiment, vous me rassurez, alhamdoulilah, je suis contente, je vais pouvoir reprendre ma vie et tout. Et la dame, elle a repris sa vie.
actuellement, avec tous les travaux qu'il a fait, il a pu obtenir du gouvernement américain d'ouvrir une clinique de médecine quantique, holistique, et il traite ses patients comme ça. Il traite ses patients comme ça, avec des résultats bien sûr qu'il publie régulièrement. Alors, il a écrit énormément de livres, Deepak Chopra, et que vous pouvez télécharger sur Internet, et qui sont vraiment très intéressants. Oui. Exactement, tout à fait. Tout à fait, exactement. On en a parlé, donc c'est tout à fait ça. Alors, Deepak Chopra, lui, il parle du corps quantique. Il parle du corps quantique et il a apporté 3 dimensions qui étaient très importantes. Il a dit l'intelligence, elle n'est pas dans notre tête, elle n'est pas dans notre cerveau. L'intelligence est au niveau de tout le corps, au niveau de tous les organes, au niveau de toutes les cellules. Ça, c'est le premier point qui était important. Deuxième point, c'est qu'il te dit l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et au fait, l'intelligence, elle est beaucoup plus importante que la structure elle-même. C'est-à-dire, notre corps subtil d'intelligence est beaucoup plus fort que le corps matériel que nous palpons. Donc, cette deuxième notion, elle a donné quand même la place à un côté énergétique qui est important. Et autre chose, il va sur la troisième théorie en disant que s'il n'y avait pas eu cette intelligence-là, eh ben, notre corps physique ne représenterait absolument rien du tout. Rien. Mais seulement tout ça, il faut vraiment en être conscient. Alors, à partir de là, il est rentré, Deepak Chopra, dans comment arriver à l'auto-guérison. Parce que sa clinique, le principe, c'était ça. Alors, pour l'auto-guérison, il te dit, d'abord, je prends conscience que je suis, moi, entièrement énergie. Que ce soit mes corps subtils qui accompagnent mon corps physique, mais même mon corps physique est énergie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de le dire. Il faut changer ses croyances. Ça, c'est la deuxième étape. Changer ses croyances, c'est-à-dire ne pas se dire à chaque fois, oui, j'ai palpé de l'os, j'ai palpé Heidi, j'ai mal à mon muscle, etc. Mais il faut aller vraiment au fond de ses croyances. On peut passer par l'hypnose ou là, on peut passer par autre chose et changer donc les croyances. La troisième des choses qu'il te dit, c'est qu'il faut se le répéter et se le répéter et se le répéter jusqu'à ce qu'on en soit absolument convaincu et que le cerveau, par la suite, à force de le répéter, le cerveau puisse informer toutes les cellules de l'organisme, puisqu'il y a un contact direct entre le cerveau et chacune des cellules, et bien pour que chacune des cellules soit convaincue et qu'elle comprenne qu'effectivement, il y a possibilité de changement en auto-guérison ou en tous les cas en système d'énergie dont est constitué notre corps. Et la quatrième hypothèse, et qui n'est pas des moindres, alors lui, il est hindou, bouddhiste, etc. Donc lui, le domaine des spirituels est pour lui aussi important que les musulmans. Et il te dit qu'il existe une intelligence suprême, et cette intelligence-là supérieure, eh ben, elle va passer à travers notre cerveau, elle va passer à travers notre pensée, nos croyances, et elle va agir fondamentalement sur le corps. On est convaincus, d'accord? Mais si tu veux, on le fait en tant que musulman, تنقولوا أرا نقراو هذوك الدعاء ديال الشفاء، أرا نهادي، أرا نذكروا الله، أرا نقولوا يا شافي، أرا هادي. Mais là, il te dit scientifiquement, il est prouvé que non seulement on est capable de le faire, mais qu'il faut s'aider de cette intelligence suprême, justement pour arriver à cette énergie-là qui est une énergie pour la guérison du corps. Alors, les neurosciences, ils vont apporter leur poids et leur avancée en nous disant quoi? En nous disant, alors ça bien sûr, c'est avec beaucoup d'IRM fonctionnel, avec beaucoup d'études expérimentales, etc., pour nous dire qu'il y a une intelligence supérieure qui va s'exprimer. Mais elle va s'exprimer à travers quoi? Il faut que notre esprit soit en pleine conscience. C'est-à-dire que je sois consciente qu'il y a
cette intelligence supérieure, que je sois consciente que mon esprit est énergie et qu'il est capable de changer des choses en moi. Mais pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faut? Les neurosciences, il faut être dans un état de détachement. Il ne faut pas être attaché aux choses matérielles de la vie. Il faut être vraiment dans un état de détachement. Si tu veux que ton esprit suive le courant de cette intelligence supérieure. C'est la question. Comment se détacher? Alors, se détacher, c'est-à-dire... Ben oui, se détacher. Ben, Je crois que tu dois être éduqué à un niveau bas, l'enfance, les études. Là, pas forcément. On peut prendre conscience de cela. Le jour où on a pris conscience, d'ailleurs, dès que tu as pris conscience de quelque chose, tu as fait une avancée de 50%. Donc, moi, je prends conscience. Et puis, je travaille sur moi tous les jours parce que c'est quelque chose. C'est-à-dire, quand je reste, après des précisions. Mais tu sais que le détachement est très important. Sans le détachement, là, c'est pas possible. Tu ne peux pas connecter l'esprit à cette intelligence supérieure. Tu es obligé de. Oui, tu es obligé de te détacher. Et puis, il faut aussi dans le non-jugement. Dans le non-jugement pour pouvoir accéder à cette intelligence supérieure. Et aussi beaucoup de patience. Alors, ça, c'est des qualificatifs qu'on va retrouver forcément dans le Coran. Alors, pour ça, le détachement, c'est rester dans l'instant présent. Et ça, vous le savez, les neuroscientifiques en parlent beaucoup, etc. Pour rester dans un atelier, comment rester dans l'instant présent. Rester dans l'instant présent, ne pas revenir sur les regrets du passé et surtout éviter d'aller vers le futur et les angoisses du futur. Et c'est à partir de là que effectivement tu canalises ton esprit. Et là, c'est peut-être l'auto-hypnose qui va être intéressante, c'est-à-dire se suggérer d'être là, en ce moment, dans cette présence-là, et pouvoir à ce moment-là permettre à notre esprit de se nourrir de cette intelligence supérieure. J'ai encore beaucoup de choses, c'est pour ça que je ne peux pas trop développer tout ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'esprit. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter l'agitation du mental. Bon, vous le savez, le mental, il va dans tous les sens, dans les bavardages, dans les... avec le petit hamster qui est dans des carreaux, il va dans ça. Eh ben, c'est le mental, il est ça. Il adore ça, il ne fait que ça. Et ça, quand il le fait, tu es mais totalement déconnecté. Impossible de te connecter, impossible de vivre cet instant présent. C'est pas possible. Donc, et le mental, finalement, les neuroscientifiques, ils ont trouvé que de tous les moyens et toutes les méthodes, la méditation est la meilleure. Et la méditation, il te dit, c'est pas une... Parce que bon, la méditation, ça y est, un cours de méditation sur 2 ans à Strasbourg, j'ai voulu m'inscrire, il était full, impossible de... Je te dis 2 ans pour apprendre à ce que c'est que la méditation, à faire la méditation. C'est de la folie. Mais Houma, il te résume, il te dit la méditation, si tu fais 15 minutes au moment où tu te réveilles, 15 minutes de méditation, sans forcément te dire, je vais faire le vide dans ma tête. C'est impossible parce que les pensées, elles sont là. Mais en tous les cas, je suis là. J'essaie de faire le vide dans ma tête et de me concentrer sur moi. Et de poser surtout une intention. L'auto-guérison, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, Anna, je vais laisser mon subconscient, mon inconscient traiter, par exemple, telle maladie, telle pathologie que j'ai, telle douleur que j'ai à l'épaule, ou là, etc. Moi, je vais méditer et je vais faire le calme dans mon esprit. Et le calme, pourquoi il est important? Comme ce qu'on a dit dans l'hypnose. Parce que le cerveau, il a plusieurs fréquences d'agitation. Pas d'agitation, mais disons, il roule sur plusieurs fréquences. Il y a les fréquences déjà bêta, qui sont les fréquences quand moi je suis là en train de discuter avec vous, je suis déjà à 18, 20 peut-être hertz. Mon esprit, il va très vite parce que j'ai besoin de communiquer, de vous expliquer, etc. Et puis, à cet état-là, je ne peux pas dire que je vais faire de la méditation, que je vais faire de la relaxation. Cet état de bêta va descendre à l'état de alpha au moment où on va se mettre soit en relaxation, soit en méditation, soit en hypnose. Et cet état-là est intéressant pour nous, parce que c'est le moment unique où on peut
où on peut avoir accès à notre subconscient. Donc les ondes alpha, eh ben, ce sont des ondes qui vont nous permettre, dans une relaxation, dans une, dans un, l'activité du cerveau baisse, et ben, comme si on mettait le cerveau un peu au froid, on diminuait sa fréquence. Et à partir de là, on peut avoir accès à notre subconscient. Donc c'est intéressant de poser une intention avant de commencer cette méditation pour se dire, voilà, mon intention aujourd'hui est, par exemple, de, euh, de ne plus avoir ma migraine. Mon intention aujourd'hui est de prendre les choses calmement. Mon intention aujourd'hui est de passer une bonne journée, etc., etc. Et tu poses ton intention, tu la laisses à ton inconscient, qu'il traite. Parce que l'inconscient, il peut traiter beaucoup de... Ah, pardon. Oui, ça va aller là. Et donc, après, je ne sais pas, vous m'avez entendu pendant la... D'accord. D'accord. Je voulais pas qu'il y ait de micro pour qu'il n'y ait pas trop de Et donc cette méditation là qui nous permet de nous mettre sur des ondes alpha de notre cerveau va nous rendre réellement service parce que non seulement elle va nous calmer, elle va nous relaxer, mais elle va nous permettre d'aller accéder à notre donc, elle doit se faire avec une intention. Il ne s'agit pas de croiser les jambes comme ça et de se mettre et de se dire, bon, je suis en méditation. Non, il faut poser une intention. C'est comme si moi, je pose ma pensée d'hier pour aujourd'hui et je dis à aujourd'hui, voilà ce que je voudrais avoir de moi, voilà ce que je voudrais obtenir de moi et voilà comment je voudrais que ma journée se passe. Je voudrais être dans le calme, je voudrais être dans la sérénité, je voudrais être dans l'auto-guérison. Alors, je dis à mon subconscient, occupe-toi, toi, de ça. Et là, je m'occupe uniquement de calmer mon mental pour qu'il ne vienne pas me parasiter. Donc, c'est un jeu de pensée. C'est une conscience, c'est une prise de conscience. Ah, le mécanisme, oui, si vous voulez, mais oui, au fait, c'est une intention. C'est une intention qui est plus forte. C'est une intention qui est plus forte que la pensée elle-même. Parce que quand tu poses une intention, tu la poses pour un temps déterminé. Quand tu as une pensée, c'est peut-être une pensée furtive qui va venir et qui va repartir. Elle a son énergie, mais l'intention est quelque chose de beaucoup plus fort. Et quand on est en méditation, comme je vous ai dit, cette intention, elle va aller directement parler à notre subconscient, à notre inconscient. Elle va lui parler et elle, pendant la journée, s'occuper de ça, pendant que on peut s'occuper d'autres choses. Éventuellement. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est quand généralement on se trace un objectif. C'est-à-dire, on se dit, je me trace un objectif, d'ici là, à la fin du mois, j'aurai par exemple kada kada, etc., etc. D'ici là 3 mois, d'ici là 1 an, etc. C'est des objectifs qu'on se trace. Et là, on peut les écrire, on peut les rédiger, les relire tous les matins ou tous les soirs avant de dormir, pour vraiment bien s'en imprégner. D'accord? Mais l'intention dont je vous ai parlé, c'est encore plus subtil. C'est de dire à mon subconscient, maintenant, j'ai posé mon intention d'une auto-guérison, par exemple, ou là, je sais pas, d'un état d'esprit, ou là, d'un état d'âme, ou là, d'un changement. Eh ben, je te la laisse à toi, mon inconscient, qui est capable, même quand moi, je suis occupée ailleurs, de t'en occuper. D'accord? Donc, c'est ça, si vous voulez, quelque part. Pourquoi ne pas avoir notre version? On est dans cette méditation, on n'a pas d'attente, on n'a pas d'objectif. On est là, on observe. Oui. On observateur. Donc, et on se détache justement, parce que l'objectif de tout ça, c'est de nous détacher justement de ce mental pour pouvoir pénétrer dans cette conscience. Si on met toujours l'intention et on met l'objectif, alors on est toujours dans ce mental, on est toujours dans cet ego qu'on veut vraiment le diminuer. Ouais.
Alors, Anna, je comprends parfaitement ce que tu veux dire et tu as parfaitement raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de méditation. Il y a énormément, il y a autant de méditation que de gens, que de journées, que de ce que vous voulez. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que quand moi je me dis je veux me détacher, déjà, je dis, je m'assois et je me dis, écoute, je vais calmer mon mental et je veux que mon ego arrête de me détacher et que mon ego arrête de m'embêter. Et déjà, tu as posé une intention. Vous comprenez? C'est-à-dire que derrière toujours, il y a quelque chose que tu incites ton cerveau à enregistrer et à garder. Le détachement, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et à lui seul, il peut Zama, constituer un atelier pour savoir comment y accéder, comment le faire et comment y arriver et surtout comment rester dans le détachement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le truc de détachement et très vite ils reprennent. Et ça, comme vous dites, c'est un mot que je n'avais pas encore prononcé, qui est l'ego. Et oui, parce que c'est lui qui, au fait, tire le mental vers lui. Et s'il tire le mental vers lui, c'est pour rester dans l'égocentrisme. Parce que l'ego, ce qu'il veut, c'est que tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Et quand l'ego, il est là, qu'il prend le mental par la main et qu'il lui dit « tu m'amènes », eh bien, une chose est certaine, c'est que les neurosciences, ils l'ont bien prouvé, tout le cerveau se cloisonne et on n'arrive plus du tout à avoir de connexion entre les différentes. Mais là, j'ai encore. Je suis censée terminer à quelle heure? À 10h30, c'est ça, il me reste un quart d'heure. Donc, donc, d'accord. Donc, si vous voulez, c'est ça le rôle de l'ego. Et l'ego, ben, pour lui, il se dit, moi, je suis dans une situation de vie instantanée. Alors, non, on va s'arrêter. On parlera de l'ego. On parlera. Elles sont intriquées les unes dans les autres. Donc j'ai dit la méditation, bien sûr, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet quand même de calmer le mental et elle nous permet de nous connecter avec cette intelligence supérieure. C'est ça ce qu'il faut retenir. Le troisième point, c'est que alors, on est censé justement rentrer dans la méditation lors de la prière. L'objectif de la prière est de rentrer dans la méditation. Sauf que nous, dans notre esprit, dans notre croyance et comment on aborde la prière, eh ben, on se dit, alors, c'est-à-dire que le sens réel et le sens profond de la prière, on ne l'a pas. La prière, elle ne commence pas. On se conditionne d'exat, on pose l'intention d'exat, on se concentre d'exat et on se dit, on va se connecter. Donc, quelle est l'intention que tu poses au moment où tu commences pour te dire, tu laves 3 fois ta bouche en te disant, bon, ce que j'ai dit, ce que je vais dire, imagine que tu commences déjà en faisant pour la prière. Je te dis, bon, mais c'est censé être des séances de méditation qui sont des heures extraordinaires de la journée et que diriger vers un Kaaba avec un niveau d'énergie au plus fort, c'est-à-dire on est censé effectivement me dit que la prière dans un état de bien-être indescriptible. Malheureusement, bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Shayatin, ils sont là. Il y a 3 ولا 4 واحد تيوقف لك ساعه فاش تبدا تكبر الاخر تبدا تكون هذا والاخر حاصل المهم زعما c'est tout un autre c'est tout un autre domaine. On va continuer. Et on va se dire que la troisième des choses pour nous connecter à cette intelligence supérieure, c'est d'avoir des pensées créatives, c'est-à-dire des pensées qui sont insufflées par notre néocortex, par notre préfrontal, ce qu'on appelle nasiya. Alors, c'est ça. Il faut qu'elles soient, les pensées, elles soient créatives. Allège. Parce qu'en dehors de ces pensées créatives, il y a des pensées qui sont, elles, automatiques. Et les pensées automatiques, elles sont insufflées par notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, qui est lui
dans l'automatisme. C'est-à-dire, il a enregistré un événement, il a enregistré tout ce qui s'est passé il a mémorisé les émotions qui se sont déroulées pendant cet événement et de façon automatique, si tu te retrouves dans une situation qui n'est peut-être même pas similaire, mais qui ressemble un tout petit peu, il va se remettre à reproduire exactement la même réaction, alors qu'au fait, c'est peut-être pas les mêmes circonstances, c'est peut-être pas les mêmes choses, mais parce que la personne, elle n'est pas présente, elle n'est pas là. Elle a laissé son limbique qui adore l'ego, main dans la main, avec le mental, et qui te mettent donc dans des réactions automatiques, dans des pensées automatiques et qui te bloquent au fait cette créativité du cerveau. Il y a le préfrontal qui vient te dire attention, cette situation elle est autrement, il faut la prendre comme ça, peut-être que c'est une synchronicité ou là un signe de l'univers, est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ce qui a été dit, etc. Ou là. Donc, si vous voulez, aide la notion d'elle laisser son système limbique prendre le dessus et laisser les pensées automatiques s'installer en nous, eh ben, c'est quelque chose de catastrophique parce que c'est quelque chose qui nous empêche au fait de faire travailler ce cerveau préfrontal qui est un cerveau créatif, qui est un cerveau qui nous permet, lui, d'aller de l'avant et de faire des choses intéressantes. Donc, au lieu de se mettre tout de suite dans un état de colère, eh ben, on va s'arrêter, on va étudier la situation. On va se dire qu'est-ce qui se passe et on va comprendre effectivement. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça je vais aller très rapidement parce que là il y a encore beaucoup de choses à raconter. Comment se fait la genèse de la pensée? Alors, la première partie, elle est quantique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette pensée, elle est venue dans notre tête? Ça, c'est quantique, c'est énergétique. Mais une fois que la pensée, elle est sur place, elle va, vous le savez tous, engendrer une stimulation de certains neurotransmetteurs qui vont libérer certaines hormones et qui vont donner certaines réactions. Mais la première partie qui est quantique, on ne sait pas comment, qui fait. Alors, il y a beaucoup de gens, Vadim Zeland, qui est un russe et qui est un grand physicien quantique, il te dit, bah, écoute, c'est comme des colonnes. Imagine que dans l'univers, qui est un champ d'information, eh ben, il y a comme des colonnes. Et c'est toi qui vas aller puiser dans telle ou telle colonne les pensées que tu veux. C'est comme dans un supermarché. Tu as à droite que des choses de la malbouffe, etc., des trucs qui sont vraiment pas bien. Et à gauche, tu as des choses de qualité, etc. De quel côté tu as envie d'aller te nourrir? De quel côté tu as envie d'aller réfléchir? De quel côté tu veux que tes pensées aillent? Dans quel type de colonne? Et ça, c'est un choix. Mais un choix qui doit être conscient. C'est-à-dire, il faut qu'on ait conscience que moi, ce matin, eh ben, je vais aller chercher dans cette colonne de belles choses et c'est avec ça que je vais me nourrir pendant la journée. Alors, la quatrième des choses qui est quand même intéressante par rapport à cette connexion avec cette intelligence supérieure, c'est comment on va réveiller et activer nos sens, mais nos sens intérieurs. C'est-à-dire qu'on nous a appris l'audition. Moi, j'ai passé une année sur l'oreille, entre l'anatomie, la physiologie, etc., etc. Mais on m'a jamais parlé de la clairaudience. On m'a jamais dit qu'il y avait à l'intérieur une petite oreille qui pouvait écouter ce que me disait mon âme, ce que me disait mon cœur. De la même manière, la clairvoyance, on a parlé des yeux, etc. Elle regarde le con, mais personne n'a parlé de la clairvoyance. Comment on peut voir les choses, mais ce qui se passe derrière le monde physique, qu'est-ce que c'est quoi la signification, c'est quoi le sens de tout ça? Et ça, on le développe, on peut le développer. Et si tu n'as pas le sens ou au moins la connaissance de ces organes qui sont intérieurs, d'ailleurs ce sont les premiers organes dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé في القرآن. يقول لك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Alors هاد الشيء quand il en parle حنا تيسحبنا السمع والبصر mais au fait ils sont ni aveugles ni malentendants. C'est nos sens intérieurs, c'est juste pour nous dire attention, vous avez ces sens extérieurs qui vous permettent de vous connecter avec le monde extérieur, mais vous avez des sens intérieurs qui vous permettent de vous connecter avec l'intelligence suprême. Alors, quand je dis l'intelligence suprême, c'est pour reprendre des termes de la physique quantique, mais c'est surtout Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez compris. Ouais. Alors, par rapport à ça, alors qu'est-ce que nous dit maintenant l'épigénétique? L'épigénétique, elle nous dit que, au fait, toutes les informations, elles sont en nous. Toutes les informations existent dans notre ADN. Mais
par le manque de clairvoyance, de clairaudience, etc., bah, on les a petit à petit, avec le temps, on les a complètement perdus. Le fait d'être déconnecté avec le monde, avec Allah subhanahu wa ta'ala ou là, avec le champ d'information, on les a totalement perdus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Ils n'avaient découvert que 15% de, des informations de ce qu'il y avait au niveau de l'ADN et au niveau des gènes, ce qui est vraiment très peu. Alors, imaginez par exemple que l'ADN a dit, vous savez que dans chaque cellule, il y a pratiquement 2 mètres. Si on veut dérouler l'ADN, c'est à peu près 2 mètres. Et kulla, elle est information. Et combien les scientifiques, ils ont tort de dire, eh ben, c'est comme par exemple, si tu avais 500 tomes de 800 pages d'informations, et que les 500 tomes de 800 pages, il n'y a que 15%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 75 tomes dont on connaît les informations. Eh ben, on ne le sait pas. L'épigénétique, elle est venue nous dire que nous, les scientifiques, les gènes poubelles. Les gènes poubelles. Oui, alors que, au fait, donc les informations, c'est des informations auxquelles on peut avoir accès, mais à condition de pouvoir ouvrir. C'est comme si les tomes, et on a la capacité, l'épigénétique maintenant, elle a démontré, on a la capacité de les ouvrir, on a la capacité de lire. Mais, bien sûr, sous des conditions bien particulières. Des informations acquises. Alors, c'est des informations. Il me reste 1 minute. Ah, d'accord, ok, yallah, tout de suite. Alors, l'avancée en épigénétique, Anna, je vous ai donné l'essentiel. C'est quelque chose que vous pouvez chercher, que vous pouvez développer par la suite. Donc, au total, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, on peut arriver à cette auto-guérison, mais à condition d'être en équilibre. Mais l'homéostasie entre l'esprit, la pensée, ça, oui. Et être surtout en connexion avec cette intelligence supérieure. Mais à condition d'avoir ce savoir, de savoir que ça existe, et de savoir que, et d'en être conscient, et de vouloir le faire. Parce que de 2 choses l'une. Ou bien on est dans cette connexion, et à ce moment-là, ben, on est dans la paix, on est dans la sérénité, on est dans la santé, corps-esprit, notre corps qui est quantique, il va répondre totalement et il va être en totale connexion avec tout ce champ informationnel et ce champ universel, et on va être en totale santé. De l'autre côté, si jamais on se ferme à ça, eh ben, on est dans l'égocentrisme, on est mené par notre ego, et bien sûr, on va forcément uniquement vers le stress et pas autre chose, parce que notre ego, elle nous met directement dans le stress. Alors, il y a vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qui sont très intéressants. Bruce Lipton, Greg Braden, Edgar Tolle, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Vadim Zeland, Grigory Grabovoy. Hadouk kulhum, c'est vraiment des auteurs très intéressants à lire parce qu'ils nous permettent vraiment d'avancer. Mais aussi bien dans la quantique, que dans les neurosciences, que dans l'épigénétique, que dans la biologie cellulaire. Et ils nous permettent donc de comprendre et de saisir l'importance de chaque chose pour pouvoir arriver à vraiment un état d'équilibre de santé, mais pas que physique, santé mentale, psychique et spirituelle. Mais lire, oui, c'est intéressant, mais je vous assure que dès que vous êtes en connexion avec le livre divin qui est le Coran, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition, chose qu'il n'a pas fait pour les autres peuples, ni les juifs, ni les chrétiens n'ont eu cette possibilité. Nous, on a eu la possibilité d'avoir un livre entre les mains, qu'on peut étudier, qu'on peut lire, et qu'on peut à chaque fois référer nos études par rapport à ça. Et ben, on se rend compte qu'il y a tout, absolument tout. Et une fois qu'on est dans cet état d'équilibre, et ben, notre corps, notre organisme, notre être, et ben, lui-même devient créateur de réalité. Lui-même, il devient créateur de bien-être pour l'univers, parce que nous sommes en résonance tout le temps avec la Terre, avec l'univers et avec le cosmos. Voilà, je vous remercie. Toujours un plaisir. C'est un équilibre de Bien sûr. Oui, quand il y a la science et la connaissance, Ouais. c'est des choses magnifiques. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Il y a